Le vol 6 de la Pan American terminait un voyage autour du monde, avec plusieurs escales en chemin. Le 16 octobre 1956, le Boeing 377 Stratocruiser, surnommé Sovereign of the Skies, quittait Honolulu pour se diriger vers San Francisco. Ce devait être sa destination finale, même si personne ne pouvait prédire que ce terme prendrait un sens littéral. L'avion devait commencer son voyage à 19h30, mais des problèmes de maintenance retardèrent l'embarquement de près d'1 heure, et les passagers commençaient à s'impatienter. L'avion a finalement décollé à 20h26 et a rapidement atteint l'altitude de 4000 mètres. À cause de nombreuses turbulences, il fut impossible de servir le dîner. Quelques heures plus tard, les lumières ont été tamisées et les passagers se sont allongés sur des sièges inoccupés afin de se préparer à dormir. Ils étaient loin de se douter que s'endormir était la dernière chose qu'ils allaient faire paisiblement cette nuit-là. Vers 1h du matin, les pilotes ont obtenu la permission de monter à 6400 mètres. Mais une fois que l'avion a atteint cette altitude, une chose terrible s'est produite. À 1h20, l'un des moteurs de l'avion s'est mis en sur-régime. George Hacker, le copilote, a essayé de résoudre ce problème en ralentissant, mais cela n'a pas fonctionné. Le capitaine Richard Hogg a alors complètement coupé l'alimentation en huile du moteur. Ce dernier a fini par s'arrêter, mais son hélice a continué à tourner à cause du courant d'air ambiant. L'avion s'est alors mis à perdre du carburant et il a sérieusement ralenti. L'avion se déplaçait beaucoup trop lentement, à peine 280 km/h. Il perdait également de l'altitude à un rythme de 300 mètres par minute. Les 3 moteurs restants luttaient pour réduire la vitesse de descente. Au moins, ils fonctionnaient encore, et cela donnait un peu d'espoir aux pilotes. Mais tout à coup, le capitaine a remarqué que le 4e moteur commençait à défaillir. Il ne produisait que peu de puissance, alors qu'il fonctionnait à plein régime. À 2h45, l'inévitable se produisit. Le 4e moteur se mit à tousser et les pilotes durent l'arrêter. À présent, l'avion ne volait plus que sur 2 moteurs et il se déplaçait de plus en plus lentement. Les pilotes ont regardé la quantité de carburant qu'il leur restait et un lourd silence envahit le cockpit. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'affronter l'horrible vérité. Ils n'avaient plus assez de carburant pour atteindre San Francisco et ne pouvaient pas non plus faire demi-tour en direction de Honolulu. Le commandant a alors envoyé un message radio aux gardes-côtes américains. Panam 90-943, vol 6, je déclare une urgence au-dessus du Pacifique. À cette époque, des gardes-côtes patrouillaient en permanence entre Hawaï et la côte californienne. Ces bateaux transmettaient des messages radio aux avions les plus proches et leur fournissaient des informations météorologiques. Ils étaient généralement placés près des points de non-retour, ces zones où un avion avait déjà consommé tellement de carburant qu'il ne peut plus faire demi-tour en cas de problème. Cette nuit-là, le Pontchartrain était de patrouille, un navire de 78 mètres, et William Earl en était le commandant. L'avion s'est dirigé vers le bateau et s'est stabilisé à une altitude de 600 mètres. Puis il a commencé à voler au-dessus du navire en faisant de grands cercles et en attendant le lever du jour. Il était crucial de voir quelque chose car les pilotes devaient aligner les ailes de l'avion avec le niveau de l'océan, ce qui était impossible dans le noir. De jour, il serait également plus facile de secourir tous les passagers. La décision de faire amérir un avion transportant 24 passagers et 7 membres d'équipage n'a pas été facile à prendre pour le commandant. Il devait prendre de nombreux facteurs en compte. Dois-je me débarrasser du carburant pour alléger l'avion ? Dois-je amérir maintenant ou attendre le lever du jour et avoir une meilleure visibilité ? Mais une chose était sûre, ayant perdu 2 moteurs, l'avion brûlait du carburant trop vite. Il n'y avait donc pas d'autre solution que d'amérir sur l'océan. Alors que le Stratocruiser tournait autour des gardes-côtes, il a réussi à remonter à 1500 mètres d'altitude, ce qui eut pour avantage de consommer plus de carburant et donc de le rendre plus léger. C'était une bonne chose, plus l'avion est léger, plus il flottera longtemps à la surface de l'eau. En plus, cela réduit le risque d'incendie après un atterrissage en catastrophe. Le commandant avait entendu parler d'un accident survenu à un autre avion de la Panam, dont la queue s'était détachée. Il a alors demandé aux passagers assis à l'arrière de se déplacer vers l'avant de l'avion. Ceux qui étaient assis près des moteurs ont également dû se déplacer. Les hôtesses ont rangé tous les objets non fixes de la cabine et ont expliqué aux passagers ce à quoi ils devaient s'attendre. Dès le début des problèmes, les membres de l'équipage ont fait de leur mieux pour calmer les passagers terrifiés. Lorsque ces derniers ont appris que l'avion allait tourner et qu'il n'allait pas amérir en pleine nuit, ils ont été extrêmement soulagés. Une autre idée réconfortante était de savoir que le bateau des gardes-côtes était là, prêt à leur apporter toute l'aide possible. Par chance, la météo était bonne et l'océan est très calme. À 5h40, le capitaine Hogg a informé les gardes-côtes qu'il était prêt à amérir. Le bateau a alors laissé une épaisse trace d'écume dans l'eau pour aider les pilotes à mieux évaluer leur hauteur par rapport à la surface de la mer.
À 6h15, l'avion a améri à la vitesse de 170 km/h. Il avait déjà parcouru plusieurs centaines de mètres à la surface et commençait à ralentir lorsque la pire chose imaginable s'est produite. L'une des ailes a heurté une vague. L'avion a pivoté de près de 180 degrés et sa queue s'est brisée. En seulement quelques secondes, le nez de l'avion a plongé sous l'eau. L'un des rescapés a déclaré plus tard que tout ce qu'il pouvait voir à ce moment-là, c'était de l'eau. Il y en avait partout. Mais après environ 1 minute, l'eau a commencé à ressortir et l'avant de l'avion a refait surface. Les marins présents sur le pont Chartrain regardaient cette scène se dérouler devant leurs yeux, totalement impuissants. Ils pensaient que personne ne survivrait à un tel crash. Mais ils avaient tort. Les 31 personnes à bord de l'avion étaient en vie. Et encore plus étonnant, il n'y a eu que quelques blessés légers. Lorsque les gardes-côtes ont réalisé que les passagers et l'équipage avaient survécu, plusieurs bateaux de sauvetage se sont précipités vers l'épave. Pendant ce temps, le capitaine et les passagers qui avaient été désignés pour aider à l'évacuation ont rapidement déployé 3 canots de sauvetage. Mais lorsque les premières personnes commencèrent à monter dessus, l'un d'eux n'avait pas été gonflé correctement et il se mit à couler. Heureusement, les bateaux de secours sont arrivés à temps et ont rapidement mis les passagers à l'abri. À 6h35, le dernier morceau de l'épave a disparu dans les vagues. À ce moment-là, toutes les personnes présentes dans l'avion avaient déjà été secourues. Les gardes-côtes les ont ramenés à San Francisco quelques jours plus tard. Le crash du vol 6 de la Pan American aura été le premier accident où un avion de ligne amérit dans l'océan tout en réussissant à garder toutes les personnes à bord saines et sauves. Toute cette scène a glacé le sang a été filmée. Les radeaux de sauvetage flottant à côté de l'avion, les survivants transférés sur les bateaux de sauvetage, l'avion qui coule rapidement et disparaît dans les flots. Quelque temps plus tard, tous les membres de l'équipage ont été récompensés pour avoir su faire face à une telle situation, tout en assurant la sécurité des passagers. Le capitaine Richard Hogg a été le premier à recevoir un Civilian Airmanship Award, qui récompense les actes de bravoure les plus remarquables.